Je vous souhaite une très belle journée et je passe la parole à Fabienne Lissac, rédactrice en chef à I24 News, pour lancer la première session plénière « La finance, un accélérateur de l'intégration européenne ». Point d'interrogation. Merci. Merci Tatiana. Merci Tatiana. Bonjour à tous. L'Europe est un peu un microcosme du monde. Depuis des décennies, elle est intégrée sur le plan économique, un petit peu divisée au plan politique. Et en défendant ses valeurs face à la Russie, force est de constater qu'il y a un petit peu moins de division au plan politique et peut-être un petit peu plus au plan économique. La dynamique d'intégration économique et monétaire a été le socle, le moteur de l'Union européenne. Elle a cessé de se renforcer géographiquement avec l'élargissement de 2004, depuis la crise de 2008. En témoigne la création du pacte budgétaire notamment, mais beaucoup de responsables n'ont qu'un mot en tête, l'élargissement. Ils ont la passion de l'élargissement à l'ordre du jour en ce moment. Alors, où en est l'intégration? Parce que l'élargissement entraîne l'élargissement, hein, car chaque nouveau venu a sa propre zone de voisinage, d'influence qu'il considère comme la nouvelle frontière à surmonter. Alors, où en est l'intégration? Car la poursuite de l'intégration des marchés européens paraît une condition nécessaire pour que l'Europe puisse faire face dans la compétition internationale aux autres grands acteurs qui disposent d'un marché profond, comme les États-Unis ou comme la Chine. Quel est le rôle de la finance dans cette intégration européenne? Un rôle d'accélérateur? On en parle avec des experts de la finance et des politiques. J'invite à me rejoindre sur scène Pervenche Berès, présidente de l'association Europe Finance et Régulation. Grégoire, bienvenue Pervenche. Grégoire Chauvière-Le-Drian, directeur du bureau France de la Banque européenne d'investissement. Avec nous également Madame Sophie Javary, vice-chairman CIB EMEA chez BNP Paribas. Prenez place, je vous en prie. Bienvenue. Gilles Boyer, député européen Renew Europe au Parlement européen. Olivier Marié, directeur général de CPR Asset Management. Merci à tous d'être là. Pervenche Berès, vous avez lu comme moi cette excellente interview d'Augustin de Romanet, président d'Europlace, hier dans Les Échos, qui dit « Nous ne sommes pas forcément assez conscients du fait que la finance joue un rôle capital pour le développement des sociétés ». Et notamment de l'Europe, on peut en déduire. La finance a effectivement donné des coups d'accélérateur à l'Union européenne. On se rappelle en 2001 le processus Lamfalussy, la démarche utilisée par l'Union européenne pour concevoir les réglementations du secteur de la finance. Alors, la finance était à ce moment-là un terrain d'innovation de la méthode communautaire. Qu'en est-il aujourd'hui ? Vous parlez de l'âge d'or. Le processus Lamfalussy, c'est l'âge d'or de la finance comme vecteur de l'intégration européenne, puisque c'est le processus qui a accompagné le passage à l'euro. Hein. Et aujourd'hui, je vais dire qu'on est un peu au milieu du gué. Parce que d'autres priorités sont venues bouger l'Europe, sont devenus les facteurs d'intégration européenne. Aujourd'hui, depuis la grande crise financière, les facteurs d'intégration européenne, ceux qu'on connaît aujourd'hui, ça s'appelle la guerre en Ukraine, la crise de la Covid et éventuellement la compétition internationale avec les nouveaux grands acteurs. Et du coup, la finance n'est plus dans l'esprit des responsables publics la priorité. Donc cette capacité d'intégration qu'ont les marchés financiers est pour moi en panne. Il y a une conscience très grande, y compris ici dans cette salle, de ce qu'il faudrait inverser cette logique. Mais jour après jour, je vois qu'il y a beaucoup de souhaits, beaucoup de volonté, mais une difficulté à transformer. J'en veux pour preuve, alors j'espère ne pas choquer Gilles Boyer, donc je sais combien il a travaillé, œuvré pour conclure ce qu'on appelle Bâle III. Mais quand on regarde l'accord qui est conclu, la mobilisation d'un capital transfrontière n'est pas favorisée par les conclusions attendues sur ce point
de la négociation de Bâle III. Et si je vais jusqu'au bout de ma provocation, un petit peu en introduction, mais encore une fois, je pense que c'est partagé par beaucoup d'intervenants ou membres de l'auditoire, il y a un gros mot pour répondre à cette question qui s'appelle l'union des marchés des capitaux. Et sur l'union des marchés des capitaux, si on n'arrive pas à mobiliser les États membres dans une conscience qu'il faut reparler finance au premier rang, on est en panne. La Commission européenne a mis beaucoup de textes sur la table. Il y a eu un programme de travail 2021, un programme de travail 2022. Je vois les conclusions du dernier sommet en mars, les dernières déclarations de M. Denot. Je comprends que la Commission européenne est en train de lancer une perspective là-dessus. Je pense qu'on y reviendra dans le débat. Mais si la finance comme intégration, facteur d'intégration européenne, c'est quoi aujourd'hui? Ça serait quoi aujourd'hui? Ça serait des marchés des capitaux qui seraient directement orientés, réglementés, supervisés pour contribuer à financer la stratégie européenne, qui est une stratégie de développement durable et de souveraineté. Et je mets les deux. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a beaucoup de travail devant nous. On va parler de ces sujets, effectivement, mais Madame Javry, si vous voulez bien prendre le micro, on fait un point sur cette intégration économique européenne et quelle est son actualité. L'Europe se donne des objectifs de transition écologique notamment, mais également de créer des champions technologiques européens. Et cet appel, vous le prenez au vol chez BNP Paribas, parce que je crois que vous faites partie de Scale Up Europe. Dans quelle mesure cet engagement vous permettre de participer à un projet européen, et est-ce que ça va vers l'intégration selon vous? Alors clairement, ce qui va vers l'intégration, c'est il faut promouvoir la souveraineté européenne, et un des grands enjeux, c'est bien entendu la souveraineté européenne en matière de tech. Tech qui est extrêmement puissante aux États-Unis, mais également en Chine, et l'Europe doit se positionner pour pouvoir promouvoir les champions de la tech dans les grands enjeux de la tech de demain, que ce soit la data, que ce soit l'informatique quantique, que ce soit aussi tous les sujets qui sont liés aux biotech. Pour cela, on a un marché qui est sous-développé, Pervenche l'a évoqué, en matière de marché de capitaux. On sait qu'il y a un écosystème extrêmement puissant aux États-Unis qui va du venture au lait de grosse jusqu'aux introductions en bourse, et que nous sommes encore dans cet écosystème des nains. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais qui sont encore loin d'être le Big Bang que nous attendons. Donc, effectivement, l'initiative Scale Up Europe a été lancée avec 3,75 milliards qui vont pouvoir être investis. En fait, c'est par les États dans des fonds de venture. Et la question est comment, effectivement, le secteur privé peut accompagner cette initiative. Et nous le faisons à travers tout un dispositif de financement des entreprises innovantes, donc dans l'ensemble de l'Europe, avec des banquiers spécialisés, avec un accompagnement de ce que seront les licornes de demain. Mais il nous manque des pièces très importantes, et la pièce maîtresse, c'est d'avoir un marché des introductions en bourse, un marché de capitaux dynamique qui permet à ces entreprises de se financer. Donc il y a un certain nombre d'initiatives, et je crois qu'on attend beaucoup, et pour moi c'est déjà intéressant qu'il y ait une loi, des directives européennes qui s'appellent le Listing Act et qui vont être votées au Parlement européen cet automne, mais il ne va pas assez loin. Et il va falloir effectivement mobiliser donc l'épargne. Et je crois qu'on a un atout, nous, en Europe, c'est qu'on a une épargne extrêmement abondante au service de la tech, et sans parler de la transition énergétique que nous évoquerons sans doute plus tard dans ce débat. Absolument. Grégoire Chauvière-Le Drian, je le disais, vous êtes directeur de la BEI, qui se présente la Banque européenne d'investissement, qui aide les économies à prospérer, et vous êtes présent, vous fournissez des conseils dans des milliers de projets dans plus de 160 pays, et on ne va pas dire qu'il ne s'est rien passé en termes d'intégration économique. Quand on parle de 2020 des eurobonds, ils étaient certes prévus depuis le traité de Rome, mais quand même c'est une étape marquante, n'est-ce pas ? Alors, il y a plusieurs éléments que je voudrais d'abord réagir. Sur l'intégration européenne, ce qui est notable, c'est que depuis 10 ans, on connaît une succession de crises.
et qu'au-delà de la réponse politique qu'on a pu avoir, il y a eu, en tout cas au niveau européen, une volonté d'associer des financements européens. On a eu, face à la crise financière, la mise en place, il y a eu à l'époque une augmentation de capital de la BEI et un pacte de croissance en 2012. Il y a eu le plan Juncker, qui était un plan de relance par l'investissement pour favoriser les entreprises et la compétitivité des entreprises futures. On a eu le Green Deal. Donc on essaye à chaque fois, au-delà du projet politique européen, d'associer des financements. Et le plus récent, c'est le Scale-up qui a été lancé en février dernier. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la genèse même historique européenne, c'est qu'à côté du traité de Rome, donc au projet politique singulier par nature, les États membres fondateurs se sont dotés d'une institution financière, qui est donc la Banque européenne d'investissement, pour intégrer la notion que si on veut converger, si on veut faire converger nos économies, il faut investir. Et ça, c'était à la base du projet européen. Et pour moi, dans ce sens, la finance est un facteur d'intégration du projet européen, à tel point qu'aujourd'hui, par rapport aux nouveaux candidats, la première question qu'on pose également, c'est quels sont les flux financiers que l'on pourra apporter pour pouvoir favoriser cette convergence. Alors maintenant, si on regarde l'historique récent, effectivement, vous l'évoquiez, les eurobonds de 2020. Oui, c'est intéressant, parce que pour la première fois, les États membres se sont dotés d'une approche mutualiste sur le financement obligataire, donc pour favoriser une émission obligataire réussie, donc avec une notation qui prenait en compte les bons et les moins bons élèves. Néanmoins, cette nouveauté, quelque part, la BEI, dans le projet des États membres, des États fondateurs, la BEI le faisait depuis 1957. C'est-à-dire qu'initialement, on profite d'une mutualisation de la dette dans le cadre de financement de projets pour la BEI, puisque, rappelons-le, la Banque européenne d'investissement ne consomme pas de capital, ne consomme pas de budget européen, il n'y a pas un transfert budgétaire pour favoriser notre activité. Nous émettons sur les marchés financiers aujourd'hui 70 milliards d'euros et nous prêtons 70 milliards d'euros vers des projets, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui ont un intérêt européen en termes d'infrastructures, en termes de tech, en termes d'innovation. Et aujourd'hui, la priorité numéro 1, c'est la transition énergétique, et je pense qu'on y reviendra ce matin. Oui, on va parler avec Gilles Boyer, député européen, et j'ai vu d'ailleurs votre ouvrage Dans l'ombre est adapté en série. Vous dites dans notre ouvrage, rien n'est vrai, mais tout n'est pas faux. Je sais que vous allez parler vrai ce matin, Gilles Boyer. Il y a un véritable saut d'intégration avec cet endettement commun de l'Union, qui est l'étape d'intégration européenne la plus importante depuis l'euro. Sauf erreur de ma part, cette avancée doit beaucoup au triangle d'or qu'on avait à ce moment-là, un couple franco-allemand à l'œuvre, étroitement associé à une commission européenne très ambitieuse. On n'a pas toujours eu cette alchimie de l'histoire européenne. Hein. Non, je vais parler un peu en tant que bisu, puisque je ne suis député européen que depuis 4 ans, et donc je parle avec beaucoup d'humilité à côté de Pervenche. Pour vous dire que moi je fais 2-3 constats qui s'appliquent au secteur de la finance, mais qui s'appliquent probablement à d'autres secteurs. D'abord, c'est que l'Europe est capable de réussir des choses impossibles et d'échouer sur des choses très simples. D'où des malentendus qui peuvent s'installer, parce que parfois on a l'impression qu'un dossier est bloqué depuis des années alors qu'il semble à la fois très utile, très applicable, très opérationnel. Bon. Et l'exemple miraculeux que je prends, c'est l'euro. On l'oublie, hein, on n'en parle plus, parce que Pervenche l'a évoqué comme l'âge d'or, c'est vrai. Le fait que des États souverains décident de renoncer à leur monnaie, qui est un des attributs essentiels de leur souveraineté, au profit d'une monnaie commune, je crois que c'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité que des États souverains prennent cette décision et la mettent en œuvre. Bon, on n'en parle plus parce que sans doute... C'était en 99. Voilà. Oui, mais on n'en parle plus parce que sans doute c'est une formidable réussite et qu'il n'y a aucune raison d'en parler. Mais il faut prendre cet exemple. Et puis à côté, il y a des dossiers que certains d'entre vous ont évoqués qui semblent bloqués alors que ça va dans la droite suite de ce qu'on a fait avec l'euro. D'ailleurs, sans peut-être construire en dessous les fondations qui auraient permis ces évolutions. La deuxième tendance qui me frappe, c'est que, là aussi Pervenche l'a évoqué, c'est que l'Europe franchit des pas de géant à l'occasion de crises tragiques. Mais que dès que les crises s'estompent ou bien sont remplacées par une autre, tout d'un coup, l'énergie que l'Europe peut déployer, la puissance qu'elle peut déployer et qui est unique lorsque tout le monde s'aligne, l'Europe a une puissance absolument exceptionnelle.
Et bien tout d'un coup, lorsque ça passe au second plan, il n'y a pas de plancher vers le bas, il n'y a pas de plafond et il n'y a pas de plancher. Et donc ça me frappe tout à fait. On a évoqué la crise financière de 2008 qui a donné lieu à des tragédies épouvantables et qui a donné lieu aussi à la mise en place de mécanismes de supervision bancaire, de surveillance, de résolution des crises bancaires qui est tout à fait vertueux et espérons qu'on n'aura jamais à les utiliser de manière systémique et massive, mais ils sont là, ils existent et c'est formidable. La troisième chose que je retiens, c'est que dès qu'il y a une crise, quelle que soit sa nature, il y a une attente d'Europe qui s'exprime. Dès qu'il y a, on l'a vu au moment de la Covid, mais alors que fait l'Europe? Au bout de 24 heures, que fait l'Europe? Et donc nous, on rame, on explique, mais il n'y a pas d'Europe de la santé, les États n'ont pas délégué cette compétence, l'Europe n'a aucune compétence en matière de santé, et pourtant, il y a une attente qui s'exprime. Et cette attente, si elle n'est pas satisfaite, eh bien évidemment, ça engendre des déceptions, mais il y a quand même cette attente qui s'exprime dans le débat public. Et dès lors que l'Europe se mobilise, souvent avec un temps de retard, parce qu'il faut mettre beaucoup de gens d'accord avant de pouvoir agir, et c'est un des points faibles, nous n'avons pas doté l'Europe d'outils pour agir rapidement. L'Europe n'est pas faite pour gérer les crises, elle n'a pas été conçue comme ça. On est très très fort pour aborder des sujets 2050, on est les plus forts. Mais s'il faut aborder le sujet de demain matin, on est beaucoup moins fort, parce qu'il faut mettre d'accord des gens qui ont parfois des intérêts divergents. Et pourtant, il y a une attente d'Europe. Et Ursula von der Leyen elle a dit elle-même, elle a dit à chaque crise, l'Europe réagit de plus en plus vite. La crise financière, il nous a fallu des mois pour réagir, et la Covid, il nous a fallu quelques jours pour mettre en œuvre la puissance de feu européenne. Donc ça, c'est quand même une leçon, je trouve, des leçons importantes, et il faut en tenir compte si on veut, je crois, comprendre le désarroi que peut parfois susciter la construction européenne, que je qualifie à la fois de miraculeuse et de désespérante à la fois, selon les moments, selon les circonstances. Et en matière financière, je crois que ça peut tout à fait se vérifier, parce que, en l'absence de crise immédiate, les réflexes nationaux reprennent souvent le dessus. Pervenche a évoqué le paquet bancaire, on sort d'une négociation très difficile. Et évidemment, il y a d'abord une forme de miracle, c'est-à-dire que l'Europe décide d'appliquer les normes de Bâle au niveau européen. Bon, ben ça c'est formidable, on décide que les règles prudentielles de Bâle seront appliquées de manière harmonisée au niveau européen. C'est formidable. Mais ensuite, dans le détail, on se rend compte de la diversité de la structure des réseaux bancaires dans les 27. On se rend compte que vous avez d'un côté des pays qui ont des banques très puissantes, la France en fait partie, et d'autres pays qui n'accueillent que des filiales de ces banques et qui donc par conséquent ont une préoccupation nationale de préservation en cas de crise de l'épargne de leurs citoyens. Et nous n'avons pas pu dans le même temps mettre en place un système de sécurisation européenne des dépôts, comme il existe en France, en cas de crise, les dépôts des épargnants sont préservés dans certaines limites. Et bien, nous n'avons pas encore pu le mettre en place au niveau européen. Il y a un travail qui commence bientôt et sous l'égide de la Commission et auquel nous allons travailler. Mais voilà un exemple où finalement l'édifice, il manque des briques à l'édifice. Et donc c'est ça sur quoi nous devons travailler. Mais je vois que je suis trop long. On va parler également du terrain. Je me tourne vers vous, Olivier Marié, directeur général de CPRM, 60 milliards sous gestion. Et vous me disiez en préparant cet échange qu'on peut avoir des fonds de tous les pays d'Europe, quasiment sous la même forme, les mêmes normes. Hein. Vous allez faire la promotion de vos fonds en Italie, en Espagne, en Belgique. Et donc, vous avez un langage commun. Donc, c'est ça, l'intégration, elle existe déjà? Alors, elle existe déjà avec un point, je pense, clé, c'est de se dire, est-ce que lorsque l'on parle d'Europe, et c'est une des questions qu'on a d'ailleurs auprès de nos clients, est-ce que l'on parle d'une Europe qui est simplement, on va dire, un marché unique où on échange des biens et où on fait du commerce entre nous? Et en fait, si on va un cran plus loin, et c'est là aussi le feedback qu'on a, c'est que l'Europe, aujourd'hui, ça doit être autre chose. Ça doit être un univers, ça doit être une entité qui
je dirais, ce soutien, enfin les pays doivent se soutenir entre eux, ça doit être quelque chose qui est porteur d'autre chose que des intérêts économiques. Et je rejoins Pervenche sur le terme de la souveraineté, de l'autonomie, qui est un terme qui aujourd'hui revient et qui est absolument fondamental, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'Europe autre chose, il faut que cette Europe, elle existe politiquement, elle existe économiquement, elle existe aussi en matière militaire. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce sujet de l'autonomie, ce sujet de l'indépendance de l'Europe dans différents domaines, on en parlera peut-être tout à l'heure, elle est clé. Pourquoi ? Parce que d'abord, en Europe, contrairement à certaines zones, on n'a pas de fonds souverains, ou des petits fonds souverains. On n'a pas des fonds souverains très puissants qui vont investir. Ensuite, on a des États qui sont endettés. Donc de ce fait, la finance, l'épargne abondante, comme vous l'avez dit, est absolument clé. Et Pervenche l'a aussi évoqué, pas uniquement pour financer la transition énergétique, c'est un élément clé, mais aussi pour financer cette indépendance, cette autonomie stratégique, cette souveraineté. On peut employer tout un tas de termes. Et clairement, nous, c'est le choix qu'on a fait sur ce sujet, avec une fois encore des épargnants européens qui considèrent que ça fait partie aussi des thèmes d'investissement sur lesquels ils veulent aller, parce qu'ils considèrent que c'est fondamental pour leur avenir et surtout pour celui de leurs enfants. Je le disais, vous et votre maison mère, Amundi, vous êtes présents dans tous les pays d'Europe. Et d'un côté, quand vous parlez de vos fonds, ça a le même sens. Et c'était quand même intéressant, le petit distinguo. Vous me dites, tiens, quand je vais parler d'hydrogène en Allemagne, j'ai quand même des réactions. Ça peut être intéressant, si vous voulez bien nous raconter ça. Parce que, à se demander si des choix énergétiques ne peuvent peut-être pas bloquer, mais interpeller et peut-être finalement freiner cette intégration financière? Alors, quand on fait le tour de l'Europe, il y a beaucoup de choses communes, il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'avoir une convergence, une vision commune sur, on parlait d'intégration, on parlait de souveraineté, et puis il y a un élément très fréquemment qui est très différenciant et clivant, c'est l'énergie, et c'est le nucléaire, pour être très transparent. Racontez-nous comment ça se passe. En fait, si on parle d'hydrogène et d'hydrogène vert ou d'hydrogène, je dirais rose, parce que vous savez, l'hydrogène a plusieurs couleurs. Voilà. Nous, on s'est mis en bleu parce qu'on parle d'Europe ce matin. Donc. Oui, alors ce sujet-là, clairement, quand on va en Allemagne, quand on va dans certains pays d'Europe, mais l'Allemagne et l'Autriche principalement, c'est clair que évoquer un hydrogène fait à partir du nucléaire, ça pose un certain nombre de questions et ça pose des soucis. Et là, c'est là où on voit que sur certains sujets, même si sur l'ambition et l'objectif de cette souveraineté, de cette autonomie, on est tous d'accord, et tous les épargnants, je dirais, sont tout à fait dans ce sens-là. Mais quand on arrive sur ces thèmes de l'énergie, on voit qu'il y a un certain nombre de divergences, de différences. On l'a vu dans le débat politique récent, où dans certains pays, effectivement, le sujet du nucléaire est un sujet qui n'est pas vu de la même manière que dans d'autres. Pervenche Berès, j'en suis à effectivement identifier ces sujets où ça avance bien sur l'intégration européenne. La régulation financière évolue souvent en répondant au coup par coup aux questions qui émergent. Il y a eu cette question de l'arrivée massive de l'IA, de ChatGPT, et vous me parliez de DORA. Vous me disiez c'est un bon exemple, DORA, le Digital Operational Resilience Act, ce cadre réglementaire qui s'attaque aux risques posés par la transformation numérique. Parlons également de peut-être ce qui marche bien et ce qui permet cette intégration européenne. Oui, il y a eu un moment où il y avait un débat comme ça, c'était bien avant la guerre, dans un autre monde, où il y avait cette idée que l'Europe était une terre fertile pour le soft power. Et dans le débat international qui se joue autour des conditions du sauvetage de la planète et donc de la transition écologique, c'est vrai que l'Europe a quelque chose à dire parce qu'on est des très bons normalisateurs.
C'est quelque chose qu'on adore faire. Et bon, alors parfois, certains râlent en disant qu'en termes de compétitivité, ce n'est pas le meilleur argument. Ça, je ne vous étonnerai pas en pensant qu'une bonne régulation est un argument de compétitivité. Et Dora est un bon exemple. Dora, c'est un bon exemple parce que très souvent, quand il y a un nouveau domaine qui émerge, la tendance des États membres, c'est de se préparer à la négociation qui va venir au niveau européen et donc de vite faire leur propre législation pour avoir une base de négociation tenant compte de leurs spécificités nationales avant la définition du compromis européen. Et dans le cas de Dora, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on était devant un nouveau problème qui est grosso modo le problème de la cybersécurité et de la résilience des systèmes face aux attaques dans le dispositif numérique. Et on a élaboré un texte européen. Et c'est rare que quand je réunis les acteurs au sein de l'AEFR, tout le monde était content. Tout le monde pense que c'est une bonne législation européenne. Donc je trouve que ça vaut le coup d'être remarqué. Mais c'est vrai plus généralement à propos de la législation européenne en matière de normalisation extra-financière. Alors, il y a plein de travers, il y a plein de détails qui fâchent, etc. Mais bon, je pense que c'est une bonne manière d'alimenter ce sujet de la souveraineté ou de l'autonomie européenne. Je ne suis pas cocorico ou coco étoile européenne, mais je pense qu'on est quand même dans ce pari Europlace presque en perspective de la prochaine commission. Et je pense que dans les messages qui devraient sortir à la fois de notre table ronde et de cette journée, l'idée que la prochaine commission ne peut pas passer à côté du sujet comment est-ce que la finance contribue à la définition de l'intégration européenne dans sa souveraineté est majeure. Et là, on a quand même un petit sujet que je voudrais évoquer, qui est la contradiction que l'on retrouve chez les États membres. Les États membres, ils veulent tous l'Europe, mais par exemple, si vous voulez créer un vrai champion européen, si c'est BNP qui devient la grande banque de référence européenne et qui est toujours supervisée par le superviseur français, ça ira bien. Ça ira bien pour Mme Javary, voilà. Mais, pas comme Mme Javary, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Et si vous avez un vrai champion européen, mais si BNP tout d'un coup devient un vrai champion européen, alors si on avait un vrai superviseur européen, tout irait bien, ou presque. Mais si ça veut dire que le superviseur français va partager sa capacité de supervision avec les autres superviseurs européens, ça va aller beaucoup moins bien. Et l'autre travers, c'est que quand même dans notre pays, on a beau être très européen, notamment dans le domaine financier, presque fédéraliste sur certains aspects, quand il s'agit de placer sa dette, on préfère avoir sa banque. Et du coup, pour construire une vraie souveraineté européenne, pour financer la stratégie européenne, celle d'une autonomie et d'une mobilisation de notre épargne au service de notre économie, je trouve qu'on a encore des grands progrès à faire. Mais pour ça, ce dont on a besoin, et la vertu de la méthode communautaire réalimentée par Lamfalussy, c'est d'être suffisamment ambitieux pour embarquer tout le monde, même si après, évidemment, comme l'a rappelé Gilles, le diable est dans les détails. Mais cette redéfinition d'une priorité de mobilisation de l'épargne des Européens comme vecteur de l'intégration européenne, vraiment, je pense que c'est un sujet pour la prochaine commission. Alors, puisque vous interpellez BNP Paribas, Madame Javary, c'est vrai, aux États-Unis, il n'y a qu'un seul régulateur. Est-ce que ça doit inspirer l'Europe pour que la finance puisse jouer ce rôle d'accélérateur de l'Europe dont on parle? On a l'ESMA, c'est vrai, mais ça suffit peut-être pas. Effectivement, quand on parle marché de capitaux aux États-Unis, quand on parle de régulation, il y a un seul régulateur, c'est la SEC, qui régule toutes les introductions en bourse, qui régule tous les acteurs de l'épargne et qui est extrêmement puissante. Quand on parle de l'Europe, nous avons une myriade de régulateurs nationaux. L'ESMA est un régulateur européen, mais a des compétences qui sont tout à fait limitées. On se rappelle que c'est les agences de rating. Ils vont réguler les agences de rating extra-financières, mais les pouvoirs sont extrêmement limités. Et donc, on a un sujet de non-harmonisation des pratiques des régulateurs concernant les marchés de capitaux, même s'il y a des directives uniques. Les interprétations peuvent différer.
Je vais vous donner un exemple concret. En Italie, on voit des prospectus d'introduction en bourse qui font jusqu'à 800 pages. En France, on essaye d'être un peu plus raisonnable, d'avoir peut-être quelquefois 250 pages. Aux États-Unis, ils ont régulé, y compris le vocabulaire qu'on utilise dans les prospectus en parlant de plain English. Nous, il faut absolument qu'on passe à une étape supérieure, qui est d'avoir un seul régulateur pour les marchés de capitaux, donc de doter l'ESMA, comme le fait la BCE en ce qui concerne la régulation bancaire, pour les marchés de capitaux, ce qui permettra à ce moment-là d'avoir à la fois probablement une meilleure efficacité, des procédures uniques, et puis donc une harmonisation de la façon dont nous faisons un certain nombre d'opérations et la régulation de l'épargne. Alors, les petits pays se méfient, évidemment, enfin certains régulateurs se méfient d'un tel dispositif. Pour l'instant, il n'est pas inscrit du tout dans les textes, mais quand je m'exprime là-dessus, j'ai entendu l'AMF s'exprimer elle-même pour dire que ce serait une évolution nécessaire. Donc je crois qu'il faut l'appeler de ses voeux. Ensuite, il y a, en ce qui concerne la finance vecteur de l'intégration européenne, il y a un aspect que je voudrais évoquer et qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est le Brexit. Le Brexit a créé un schisme au sein de l'Europe qui a été, à la fois on a perdu en fait tout ce que représentait la place de Londres en termes de mobilisation de l'épargne, en termes aussi d'actes de sophistication des acteurs et de ce que du coup les Britanniques apportaient à l'Union européenne en matière de connaissances et d'input sur les évolutions. Et en fait maintenant ce sont des concurrents. Et donc quand on parle souveraineté de la finance européenne, c'est souveraineté aussi face à un concurrent qui est à nos portes, qui est au bord de la Manche, qui a sa propre volonté de devenir peut-être un moins 10 ans de régulation de type Singapour et de pouvoir en fait attirer énormément de capitaux, notamment en dehors de l'Europe, sur la place de Londres. Est-ce qu'ils réussiront? Ça, c'est encore à voir compte tenu de ce qui se passe dans l'économie britannique. Mais ça nous pose... Alors, et c'est aussi une opportunité, c'est que ça a créé plus d'homothétie entre l'euro et les marchés de capitaux européens. Donc ça, il faut en tirer parti. Donc je pense qu'il y a encore énormément à faire. Il y a énormément à faire aussi en termes de loi sur les faillites. Il y a des avancées qui ont été faites au niveau de directives européennes, mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avoir une harmonisation, sans compter les sujets de droit des sociétés. Donc il y a encore beaucoup de chantiers. Et c'est vrai qu'on a vu l'Europe pouvoir être très audacieuse sur le RGPD, mais peut-être ne l'être certainement pas assez en matière de finances et en osant, en fait, sans attendre la crise qui pourrait nous mobiliser, mais en osant faire un grand pas en avant. Je voulais vous faire réagir également, Madame Javary, sur les eurobonds. On en a parlé. C'était une avancée, effectivement, ces émissions d'obligations pour le compte de l'Europe. Quand on voit les titres qui se traitent sur le marché post-émission, c'est pas totalement satisfaisant. Est-ce que ça va redonner envie, Commission européenne, de rééditer l'opération? Alors, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on n'a pas, ni on l'a évoqué assez précisément, ni ça a été... moi, j'ai vu aucun article dans les journaux là-dessus. Mais quand on regarde les spreads auxquels traitent les émissions qui ont été faites par la Commission européenne, en fait, on s'aperçoit qu'en dépit d'un rating qui est le meilleur, en fait, ces obligations, elles traitent à un spread qui est égal à celui de l'Espagne et qui est un spread, vraiment de décalage de 50-60 points de base selon les échéances avec les émissions allemandes. Donc, les Allemands, ils vont dire à juste titre, mais pourquoi l'Europe va se financer à 50 ou 60 points de base plus cher que nos propres émissions? Et donc, il faut absolument se pencher sur le sujet. Alors, est-ce que c'est lié à la liquidité? Est-ce que c'est lié au fait que ça ne s'inscrit pas dans un grand programme plus important d'émissions? Mais ce sujet ponctuel actuellement de la façon dont les spreads de ces émissions se traitent sur le marché va certainement jouer dans les décisions qui vont être prises sur le fait de pérenniser ces programmes d'émissions. Alors Gilles Boyer, on reparle effectivement de ces bonds. Je voyais qu'en mars, vous tweetiez « My name is Bond, Green Bond ». C'était une étape importante. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Et puis également de parler de ce qui manque pour que cette intégration économique européenne avance un petit peu plus. Il y a des choses, de créer un label européen, mais il manque peut-être à l'appel des blocs réglementaires pour que le tout constitue une véritable union bancaire solide, protectrice, non ?
Non, ce qui m'intéresse dans votre intervention, c'est que, bon, on parle des spreads et il faut en parler, mais simplement, il y a 3-4 ans, on n'aurait pas imaginé avoir cette conversation ici, vous voyez, donc aussi, c'est une avancée extraordinaire de pouvoir se dire que tout le monde, tout d'un coup, s'est convaincu que l'Union européenne pouvait développer sa puissance de feu en développant ses propres projets et avec un programme d'emprunt massif. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, moi, j'ai aussi noté que bon, l'intégration européenne, tout le monde est pour, mais à sa convenance, vous voyez. Bon, il y a toujours un moment où quelqu'un dit non, pas sur ce sujet, et pas maintenant, et pas comme ça. Bon. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'aligner tout le monde. Et je crois que ce qui se joue assez globalement dans les années qui viennent, c'est la mue de l'Union européenne qui est en train de s'opérer, je trouve, qui était très tournée vers elle-même et qui doit se tourner vers l'extérieur et affronter comme un bloc la compétition mondiale. C'est une mue qu'on est en train de voir s'opérer, je trouve. Et on a été très tourné vers la construction européenne, qui était un défi incroyable et qui le reste. Mais je trouve que ce qui se joue maintenant, c'est ça. Je peux prendre l'exemple de la fiscalité. Dans les marges de progression et les points de progrès. Et évidemment, le fait que les États membres se fassent compétition fiscale entre eux profite à nos compétiteurs dans l'économie mondiale. C'est un facteur d'affaiblissement de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui plaident pour une harmonisation fiscale accrue. C'est un sujet qui est loin de faire l'unanimité, c'est le cas de le dire, entre les États membres qui sont très jaloux, et ils ont bien le droit de l'être, de leurs prérogatives en matière fiscale. Mais lorsque le taux d'impôt sur les sociétés en Hongrie est à 9%, je crois, en Irlande pas beaucoup plus, et qu'en France, vous savez à quel niveau il est, ben évidemment, ça crée une compétition à l'intérieur de l'Union qui fait que nos compétiteurs continentaux, les États-Unis, la Chine, l'Inde, ont du mal à nous appréhender comme un bloc harmonieux, solide et qui parle d'une seule voix. Donc ça, je trouve que c'est un des défis, mais on est loin du compte, parce que les États membres, dans le pacte fondateur, ont choisi de garder la maîtrise de leur politique fiscale, mais lorsqu'on a fait une monnaie unique sans convergence budgétaire, sans convergence fiscale, ça a des conséquences. Il faut les mesurer, et c'est une démarche de progression que nous avons, et il y en a bien d'autres. Alors, voilà, au Parlement, il y a énormément de débats et c'est légitime et ça fait avancer l'Europe. Maintenant, Grégoire Chauvière-Le Drian, vous, la BEI, il y a tous ces débats, mais vous la faites déjà. Par exemple, l'Europe de l'électricité, vous me parliez de ces projets d'interconnexion électrique entre différents États membres. Ça me paraît extrêmement intéressant parce que ça, pour intégrer des pays, vu les besoins énergétiques, c'est des avancées majeures, non ? Tout à fait. Il y a toujours eu au départ dans le projet de la création de la BEI l'idée de favoriser les infrastructures de réseau et en particulier les interconnexions entre les différents États membres. Donc on contribue par le financement de ces projets à faire converger nos économies et faire, faciliter les relations inter-États membres. Et vous citiez effectivement un projet qu'on avait accompagné en Espagne d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne, qui était à l'époque un élément historique de 65 km de haute tension embarquée. Et c'était effectivement, ça contribue à ces projets. Je voudrais réagir peut-être avec 2 éclairages sur ce qui a pu être dit dans nos échanges. Le premier, c'est que je souscris tout à fait à ce que dit Gilles Boyer sur l'accélération très importante de la capacité de réactivité de l'Europe. 2 rappels historiques. Le plan Juncker, qui était la réaction européenne de relance par l'investissement, qui était une réaction face à la crise de 2008-2012, est arrivé en 2014-2015. Donc on parle d'une dimension de 4, 5, 6 ans, même si entre-temps il y avait eu le mécanisme européen de stabilité et le FESF qui était son prédécesseur, donc il y a eu du temps. La crise Covid, on a mis en place un système de garantie pour favoriser, pour éviter un credit crunch et pour permettre aux banques de continuer à prêter avant que le PGE même se mette en place en France. En Europe, ça a été le European Guarantee Fund, l'EGF, qui est apparu en juillet 2020. Donc là, on parle d'une échelle de quelques mois, et donc il y a bien eu une réactivité, une intégration en tout cas au niveau de l'Europe, que la réaction rapide, elle était utile et elle était pertinente. Et enfin, je voudrais juste donner un éclairage sur les eurobonds, dont on a parlé à 2 reprises ce matin.
Préciser simplement que ça rentre dans justement cette facilité de relance et de résilience qui est un programme sans précédent au niveau européen, plus de 760 milliards d'euros, qui reposait, on ne sait pas suffisamment, sur 2 piliers. Le premier vise à cofinancer les programmes nationaux de relance. En France, c'est France Relance. Et cette facilité abonde à 40% le programme de 100 milliards d'euros en France. Mais on a fait un choix non plus communautaire, mais de transfert vers les États membres. Charge à chacun des États membres, presque une approche fédérale, de récupérer une partie des financements européens, mais c'était aux États membres de mettre en place leur propre programme national de relance. Et le deuxième pilier de cette facilité reposait effectivement sur un endettement commun. L'idée étant qu'effectivement les États membres qui le souhaitaient, en particulier ceux qui étaient les moins bien notés, pouvaient bénéficier de cette note commune, de ce triple A permis au niveau de la notation de la Commission européenne quand elle a émis ses obligations. Et l'objectif in fine était de réduire les spreads effectivement existants entre les États membres les mieux notés et les moins bien notés. La France et l'Allemagne avaient dès le début indiqué qu'elles ne tireraient pas sur cette ressource. L'autre partie, rappelons-le, qui vient abonder les plans nationaux, étant censée être financée par des ressources affectées, notamment la taxe sur le marché carbone, l'ajustement carbone aux frontières. Et s'il y a une prise de conscience des Européens, hein, on parle de choses générales, de parlement et d'institutions très, très utiles, mais la perception des gens, est-ce que vous la sentez quand vous financez la BEI, l'habitat, la rénovation de l'habitat? Je crois que vous avez un programme dans les corons. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces fameux Européens? Alors, ce qui est évident, c'est que quand on se met à parler de millions et encore plus de milliards, on a un phénomène de rejet, voire on contribue à cette image qui est malheureuse de l'Europe, c'est pas pour moi. L'Europe, c'est trop loin et finalement, ça, c'est pour les nantis, c'est pour les grands groupes, etc. On a essayé de casser cette image. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est l'Europe des quotidiens et en particulier à la BEI, on a financé de nombreux projets qui touchent le quotidien des Français, vos transports, l'électricité, l'innovation des entreprises. On a un déficit de notoriété et on a un défaut, c'est de ne pas suffisamment le faire savoir. Mais vous citiez l'exemple des corons. Effectivement, on a eu l'occasion avec CDC Habitat, hein, du groupe CDC, qui fait un travail formidable pour accompagner la rénovation thermique des bâtiments. On a eu l'occasion d'aller en région Artois-Gohelle, région sensible qui se sent souvent exclue des soutiens des mécanismes de soutien financier, que ce soit nationaux ou européens. Et effectivement, on a pu accompagner la rénovation thermique de ces maisons qui sont classées, des corons, où vous aviez une précarité énergétique. Des gens qui se chauffaient à 13, 14 degrés et qui pour autant payaient des factures énergétiques extrêmement fortes. Avec Maisons et Cités, donc groupe CDC Habitat, on a pu accompagner cette rénovation, de faire en sorte que le coût de la rénovation du bâtiment soit égal à la baisse sur la facture énergétique. Et on a vu ce témoignage d'une personne âgée qui nous disait, quand on était allé la voir, c'est la première fois que l'Europe vient à moi. Et je pense que c'est extrêmement symbolique, extrêmement fort, parce que en touchant de manière plus micro le quotidien et en le faisant savoir, on montre aussi que l'Europe, c'est dans le quotidien et ça participe à cette intégration. Au-delà des grands projets, des 350 millions d'euros qu'on a pu mettre sur l'interconnexion électrique, on a aussi des projets qui touchent le quotidien et je pense que c'est important de le faire savoir pour favoriser cette intégration. Pervenche Berès, vous voulez réagir? Ces 500 millions d'Européens, ils touchent du doigt cette intégration pour laquelle vous engagez tous les jours et que vous battez? Pas toujours. Non, pas toujours. Enfin, quand on est européen, dans quelque institution que ce soit, évidemment, l'enjeu, c'est de se dire on travaille pour les citoyens et l'Europe apporte quelque chose. Alors, il y a ce sujet stratosphérique de on est mieux en Europe que dans le reste du monde, parce qu'il y a un modèle social quand même que bon an, mal an, on défend, il y a une liberté individuelle et collective, etc. Mais cette façon dont l'Europe peut intervenir dans la salle à manger des gens ou dans leur écran de télévision, c'est un sujet très compliqué. Et au fond, moi, si je regarde les exemples où tous les Européens se sont dit l'Europe m'apporte quelque chose, alors quand je dis tout, je m'avance trop, hein, mais la question du passage à l'euro, évidemment,
c'était quelque chose de ce type. Mais les investissements structurants, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, bon, Grégoire, ce matin, nous amène un formidable exemple concret. De la même manière, on pourrait citer les jeunes qui bénéficient d'un programme Erasmus, ça marche. Mais moi, le succès sur lequel je pense qu'on doit construire, c'est le succès qu'a été le vaccin. Parce que le vaccin, c'est quelque chose qui a été très contesté, mais où, in fine, quand même, je crois, les Européens ont conscience que y a eu la crise et l'Europe s'est défendue en se permettant d'être le pilote dans l'avion pour la distribution et l'organisation d'un vaccin à l'échelle européenne. Alors après, il y a plein de sous-entendus, d'histoires horribles qu'on va entendre, etc. Mais quand même, que l'Europe nous a aidés à ce que tout le monde sur le continent ait accès à un vaccin, c'est important. Ça n'est pas un sujet marché financier stricto sensu, mais ça compte. Mais ça dit la difficulté d'avoir un sujet européen qui touche tous les Européens, et ça donne un exemple concret. Olivier Marié, justement, vous êtes majeur et vacciné, et j'aimerais, puisqu'on parle de vaccins, on parle de ce thème que je trouve vraiment intéressant, l'autonomie stratégique. CPRM a lancé un fonds qui s'appelle European Strategic Autonomy, qui investit dans des entreprises engagées dans le renforcement de l'autonomie stratégique européenne. Donc ça passe par des domaines comme l'industrie, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la logistique, le transport, l'assurance, l'indépendance. Je précise, je n'ai pas d'action dans ce fonds, mais je le trouve assez symptomatique parce que quand on en parle ensemble, vous me dites que finalement on parle à des investisseurs, mais quand vous en parlez, vous avez le sentiment que les Européens parlent avec le cœur quand vous en parlez. Et absolument. En fait, ce qui s'est passé ces dernières années, ce sont ces crises qui ont fait prendre conscience. Vous parliez du vaccin, il y a eu la crise du Covid, il y a évidemment la guerre en Ukraine, qui a fait prendre conscience que, d'abord, on était très fragile, on était dépendant, et qu'il fallait absolument bâtir un ensemble logique avec la capacité à, on en parlait, sur la santé, sur l'énergie, sur les sujets alimentaires, mais aussi sur la défense, qu'il fallait que l'Europe existe et que l'Europe soit capable de prendre en main son destin. Et ce qui a changé, on parlait du vaccin. Donc nous, on a lancé ce fonds il y a quelques mois, au mois de mars, et on a fait un roadshow européen pour en parler et rencontrer des investisseurs. Je pense que ce qui a changé, c'est que les Européens ne sont plus naïfs comme avant sur le fait qu'on vivait sur une planète où tout le monde allait travailler ensemble, faire des échanges, et que la vie était belle. Je pense que ces différentes crises ont fait prendre conscience aux épargnants, aux investisseurs, qu'il fallait que l'Europe soit capable, alors peut-être pas d'être autonome, mais en tout cas de renforcer son autonomie, sa souveraineté, et que c'était synonyme d'indépendance. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans ces différents domaines, les investisseurs européens, les épargnants, ils investissent effectivement en se disant que ce sont des domaines d'avenir, parce qu'il va y avoir beaucoup d'investissements, parce qu'il va y avoir de la valeur créée, mais ils investissent, comme vous le disiez, aussi avec le cœur, en se disant, mais en fait, financer l'autonomie stratégique sur la santé, sur l'alimentaire, sur l'industrie en Europe, c'est aussi penser à l'avenir de l'Europe et à l'avenir de mes enfants, et à être certain qu'on ne se retrouve pas dans une situation où, comme on l'a vu récemment, on ne puisse pas véritablement faire des choix et être totalement dépendant d'autres puissances. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a basculé ces dernières années, encore une fois, à travers ces crises. Alors, évidemment, les épargnants ont conscience que l'Europe bouge, c'est-à-dire que l'Europe investit, mais il est clair, et j'en parlais tout à l'heure, c'est que sans l'investissement privé, sans le financement privé, ces sujets d'autonomie stratégique, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'on aura des grands programmes, et c'est très bien, mais il faudra impérativement que l'investissement privé, que la finance vienne en support de cela. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que
les épargnants, les investisseurs dans tous les pays d'Europe aujourd'hui considèrent que c'est aussi leur rôle non seulement de financer les sujets de transition énergétique sur le climat, etc., mais aussi, en même temps, de financer et d'investir dans cette souveraineté européenne. Donc quand vous expliquez que vous financez des entreprises européennes qui vont permettre aux Européens et à leurs enfants d'être indépendants, libres, ça se passe plutôt bien, quoi, on comprend. C'est un message qui passe bien. Et puis c'est assez logique parce qu'en plus on va parler d'entreprises que les Européens connaissent, que les Européens sont capables de toucher et ils savent que ces entreprises apportent de la valeur, apportent aussi cette notion d'autonomie, d'indépendance européenne. Gilles Boyer, vous êtes député européen, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est dense, vous voulez réagir, mais est-ce que il n'y a pas à dire que les épargnants, les citoyens voyaient quand même pendant longtemps l'Europe comme un animal juste politique, et est-ce qu'ils ne le voient pas plus comme un véhicule financier, économique, de protection? On parlait des vaccins, des questions sanitaires, au-delà du politique, au-delà de la zone d'échange. Est-ce que la perception a changé, non? Bon, on peut l'espérer. Le problème, c'est que nous ne pourrons jamais démontrer où nous en serions sans l'Europe. Sur tous les points de vue économique comme sur les autres points de vue, sur le point de vue géopolitique, le point de vue militaire, le point de vue diplomatique, nous ne pourrons jamais le démontrer. Donc les pro-européens vous diront comme moi que nous nous portons bien mieux, et les eurosceptiques vous diront que nous serions bien mieux tout seuls. Bon. Donc ça c'est la première chose, même si avec le départ des Britanniques, nous allons commencer à pouvoir illustrer, à comparer sur la durée, peut-être c'est encore un peu tôt, la situation d'un pays qui était membre de l'Union européenne et un pays qui ne l'est plus. C'est le premier point de comparaison qui nous sera offert sur la durée. Je crois que ce qui va se jouer aussi dans les années qui viennent, c'est auprès des citoyens européens, est-ce que nous parvenons à les convaincre que nous avons au fond une communauté de destin et que nous n'avons pas d'adversaires en Europe sur l'essentiel. Nous pouvons avoir des désaccords, des différences d'approche parce que nous sommes très différents, nous avons des histoires, des géographies, des cultures très différentes, mais qu'au moment où c'est dur, nous avons un destin commun et que ce qui arrive aux Italiens, ce qui arrive aux Grecs, ce qui arrive aux Bulgares nous impacte. On ne peut pas s'en désintéresser. Ça, je trouve que c'est intéressant. On parlait de la compétition internationale. La réponse européenne à l'Inflation Reduction Act de Biden est intéressante. Parce que là aussi, il y a une prise de conscience que la politique de concurrence qui a été menée, la politique des aides d'État, elle finit par se retourner contre nous, contre l'Union européenne, et qu'elle est peut-être devenue un peu obsolète en pénalisant la constitution de grands champions européens dans la compétition mondiale. Donc il se passe des choses, et là aussi, mais je trouve que souvent on subit l'événement, hein. Voilà, on subit l'événement extérieur et on en tire des conclusions. C'est déjà bien d'en tirer des conclusions. Il faut essayer maintenant de passer à une forme d'anticipation. C'est ce qui va se jouer. Ce sera tout le débat des élections européennes de l'année prochaine, où j'espère qu'on parlera un tout petit peu d'Europe. C'est pas totalement exclu, mais c'est un des défis. Et je trouve que c'est un bon débat. Et ça peut, pour répondre à votre question, contribuer à l'émergence d'une citoyenneté européenne, ce qui est un peu l'objectif ultime. Est-ce que je me sens évidemment d'abord français, mais est-ce que je me sens aussi européen? C'est l'objectif ultime, et probablement que la génération qui nous suit, qui me suit, est déjà plus consciente de ça. Et donc je trouve qu'il y a du progrès, mais il y aura une étape importante aussi, c'est qu'on sorte de la logique des États qui sont contributeurs nets et de ceux qui sont bénéficiaires nets. Parce que ça crée une opposition qui est majeure, et le contribuable français, c'est très difficile quand on lui dit oui, mais la France donne plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit. C'est un argument qui est très difficile à contrer, à expliquer. Et c'est la raison pour laquelle nous poussons beaucoup pour la mise en place de ressources propres qui rendent l'Union européenne beaucoup plus indépendante des budgets des États membres, sans ponctionner les ménages européens et les petites entreprises européennes, évidemment, mais plus on arrivera à financer l'Union européenne avec des ressources extérieures, vous parliez du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il y aura d'autres exemples, plus on arrivera à faire émerger l'idée que l'Europe peut financer elle-même des projets qui lui sont propres, et donc au profit de la lisibilité de l'action de l'Union européenne et des bénéfices individuels qu'à la fin on peut en retirer, tels ceux que vous évoquez. Un citoyen européen veut réagir au hasard, Olivier Marié.
Merci. Il y a un sujet majeur qu'on évoque qui est l'utilité. Quelle est l'utilité de l'Europe? Et c'est une des questions. Je pense qu'il y a un sujet autour de l'utilité qui est la défense. Quand on parle de souveraineté, d'autonomie, donc j'ai parlé des sujets de santé, j'ai parlé des sujets alimentaires, énergétiques, industriels, mais le thème qui revient fréquemment, c'est aussi... Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, et ce qui s'est passé en Ukraine, évidemment, nous a fait nous poser des questions, mais les Européens, en tout cas un certain nombre d'Européens qu'on peut rencontrer, quand on va parler de ces sujets d'Europe, d'utilité, d'intégration, le thème de la défense, le thème de l'armée va revenir. Et donc la capacité aussi à investir dans les domaines de la défense va être aussi un des sujets sur lesquels, si on regarde aux États-Unis, il y a beaucoup moins de questions qui sont posées. L'investissement se fait dans le domaine de la défense. Et donc, je pense que ça aussi, l'utilité de l'Europe dans la tête des Européens, dans la tête des épargnants, c'est aussi la capacité à se défendre, la capacité à protéger les Européens. Grégoire Chauvière-Ludry, initialement la BEI était là pour favoriser la convergence des États membres. On a relativement peu parlé de la transition énergétique et écologique ce matin. Et je crois que vous avez un rôle prescripteur aussi, hein, les standards que vous portez. Est-ce que vous pouvez en parler, les standards de transition climatique? Vous poussez les pays peut-être vers ces standards. C'est une manière d'accélérer cette intégration européenne dont on parle? Complètement. En ce sens, on répond aussi aux impératifs et aux objectifs du Green New Deal. C'est-à-dire que dès 2019, la Banque européenne d'investissement a pris des engagements extrêmement forts en termes de transition énergétique. Et d'ailleurs, on a été suivi, la BEI à ce moment-là était la première banque publique, en particulier pour l'exclusion des énergies fossiles, ce qui aujourd'hui, en 2023, paraît naturel. En 2019, la BEI était la première banque, le premier établissement bancaire à prendre cette décision. Elle a été suivie très rapidement par d'autres acteurs importants et structurants au niveau européen. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir ce rôle d'entraînement à la fois par des choix stratégiques qui sont faits sur des priorités énergétiques, sur une augmentation aussi des capacités d'investissement. Et en ce sens, on a pris des engagements extrêmement forts pour devenir la Banque européenne du climat, donc au service de cette transition énergétique, en doublant nos capacités et en contribuant à mobiliser 1 000 milliards d'euros d'investissement sur la prochaine décennie. Pas seul, c'est-à-dire pas avec que de l'argent public naturellement, et on embarquera avec nous les acteurs privés puisque c'est la seule solution pour aujourd'hui pour répondre aux besoins qui sont très importants. Et puis on s'engage surtout, et je pense que c'est important, à ce qu'aucun projet que l'on finance ne puisse avoir d'impact négatif sur le climat. Et je pense que c'est important, c'est au pire une neutralité carbone, ce qui nous permet de contribuer à continuer à financer des projets d'innovation qui n'auraient pas d'impact négatif sur le climat, mais je pense que ça fait partie de nos prérogatives et nos priorités. Si vous me permettez, je ferai une incise à ce sujet, puisqu'on est resté sur les vaccins. Sachez qu'en 2019, nos ingénieurs, et en particulier on a quelques docteurs dans nos équipes, avaient identifié une entreprise intéressante allemande qui avait développé un traitement de cancer lourd, une technique aujourd'hui dont on est absolument tout spécialiste, qui est l'ARN messager. Et en 2019, on a financé BioNTech, ce qui a permis en fait d'accélérer la R&D dès le début de la crise Covid et quelque part d'avoir ce vaccin qui a contribué à cette intégration européenne, parce qu'au départ, il y a eu un accompagnement de la Banque européenne d'investissement sur cette entreprise qui était une spin-off d'une université allemande. Merci de nous avoir sauvés. Sophie Javary et le groupe BNP Paribas s'est engagé, notamment avant l'Assemblée générale, à sortir des énergies fossiles. Alors, vous avez encore quelques personnes à convaincre. Expliquez-nous, parce que je voudrais parler un petit peu plus de la transition écologique et comment ça peut aider à accélérer l'intégration économique européenne. Effectivement, BNP Paribas, nous voulons être un acteur très agressif et très solide sur cette transition énergétique, à la fois en y mettant des banquiers, des ressources, mais aussi en prenant des engagements formels forts. Donc nous avons pris, notamment en mai 2023, qui est d'arrêter tout financement spécifique de projets pétroliers. Donc ça a été, c'est un engagement très fort, parce que dans l'ADN de Paribas, il y avait beaucoup de
d'investissements qui étaient faits dans le secteur pétrolier. Donc nous avons programmé en fait l'arrêt des financements consentis aux acteurs de l'exploration-production, sauf à ce qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la transition énergétique, parce qu'on sait qu'on a besoin des cash flows existants pour financer cette transition. Et donc c'est un mouvement assez important. Nous souhaitons également, et nous avons pris des engagements sur un certain nombre de financements à des industries qui sont très consommatrices en carbone. Donc je crois que c'est important que la finance européenne privée accompagne cette transition, mais également montre l'exemple en ayant des politiques affirmées de lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup. Brièvement, Pervenche Berès, on a souvent dit que l'Europe avance au moment des crises. Alors on ne va pas parler de crise, mais d'échecs quand on parle de création de garantie européenne des dépôts. C'est quand même un exemple marquant. Est-ce que voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels ce serait bien d'avancer ? La réponse courte, très courte, c'est oui, bien sûr. La réponse un chouïa plus longue, c'est je souhaite bon courage à Gilles Boyer, parce que je suis sûre qu'il sera mobilisé sur le texte qui est sur la table. C'est pas le premier texte sur ce thème qui est sur la table, mais c'est un sujet où normalement les banquiers français disent qu'ils sont très pour, mais après quand il faut financer, ils sont moins pour. Non, il faut que tout le monde s'y mette. Et merci de me permettre de boucler là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il y aura d'union des marchés des capitaux s'il n'y a pas une union bancaire solide. Ou alors, c'est pas la peine de faire cette union des marchés des capitaux, parce que si on fait une union des marchés des capitaux juste pour les grands acteurs de pays tiers, dont je n'ai pas besoin de mentionner d'où ils viendraient, c'est pas la peine, parce que le chat se mordrait la queue et on n'aurait pas de souveraineté. Mais c'est une clé. Alors, Gilles disait, il y a des petites choses qu'on n'arrive pas à faire. Je ne sais pas si c'est une petite chose, c'est quand même pas une toute petite chose. Mais c'est un maillon de la chaîne absolument majeur. Et c'est d'autant plus majeur que si on n'y arrive pas, l'autre maillon, qui est le grand succès de la supervision européenne, qu'on a mis en place au lendemain de la grande crise financière, pourrait être fragilisé. Parce que quand vous êtes un pays dont les banques sont supervisées à Francfort, mais qui prend des décisions au moment où il y a une résolution et vous devez payer la garantie des dépôts, vous en êtes responsable, alors que ce n'est pas votre décision d'avoir mis en résolution, il y a un moment où vous n'allez plus accepter d'être supervisé par cette autorité européenne. Et donc, vraiment, on peut dire que c'est une clé de voûte. Il y a une seule chose qui m'inquiète, c'est que sur ce sujet de garantie des dépôts, la dernière crise outre-Atlantique et chez nos voisins helvétiques a ouvert des nouveaux chantiers qui ne sont pas très productifs et où, de manière unilatérale, on a pris des décisions. Aux États-Unis, quasiment une garantie limitée des dépôts, qu'on va, je ne pense pas, importer au niveau européen, mais qui risque de compliquer un tout petit peu la discussion. Donc je souhaite bon courage à tous ceux qui sont autour de cette négociation sur un point absolument structurel. Merci. Si on vous a bien écouté, on comprend bien que les temps ont changé, les crises financières, la pandémie, le retour de la guerre sur notre continent ont sonné l'émancipation d'une Union européenne qui s'assume pleinement comme une véritable puissance ouverte, porteuse d'un modèle social, écologique de développement, passant par le marché et par une finance soucieuse d'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une perspective sur laquelle tout le monde s'accorde, en tout cas à Europlace, je crois. L'industrie financière appelée à jouer un rôle majeur dans la décarbonation des économies, dans la conquête d'autonomie stratégique, de par sa capacité à réorienter stratégiquement les flux de capitaux privés. Et comme l'agenda européen est placé sous le signe de la transition écologique et de la souveraineté, la finance est clairement, à vous entendre, un aiguillon indispensable de l'intégration européenne. Je pense qu'on peut applaudir nos experts, nos invités pour cette excellente table ronde.